Je vais très bien, vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et surtout, merci pour tous les efforts et vraiment tout ce que vous partagez en termes d'expérience avec nous. Oui, non, il n'y a Mhm. pas de souci. Mhm. C'est avec plaisir. Mhm. C'est avec plaisir. Je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Mhm. Voilà, parce que les gens restent très tard, ils passent quasiment des heures, des heures à suivre les émissions, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Je pense que, bon, franchement, c'est vraiment de la bonne volonté, tout simplement, quoi. Mhm. Et bon, on ne peut que encourager tout le monde, quoi. Mhm. Mhm. Effectivement. Ouais. Donc, on va vous laisser la parole. Bon, Mhm. voilà, merci. Vraiment, le temps est quand même un peu avancé. On est à minuit passé, en tout cas à Abidjan. Mhm. Je suppose qu'en France, ils doivent être certainement à 1 heure ou 2 heures du matin, je suppose. Effectivement. Bon, je vais pas faire. Je vais d'abord dire merci à tout le monde, hein. Toi, comme d'habitude, je te dis merci. On était ensemble tout à l'heure sur TikTok, voilà. Donc on a passé beaucoup plus de temps aujourd'hui ensemble que d'habitude. Effectivement. Donc je devais intervenir. J'avais souhaité intervenir sur comment on appelle le problème des Libanais. C'est pas pour ramener les choses en arrière. C'est pas pour aujourd'hui. Il s'agit pas pour moi de faire des critiques tout simplement. C'est juste pour donner des pistes, je sais pas, des ébauches, on va dire, des solutions, hein. C'est juste ça, hein. C'est pas, et puis bon, c'est des choses qui pourront être approfondies. Et si jamais c'est des pistes intéressantes, c'est juste vraiment des ébauches. Donc j'ai pensé, hein, à la situation, comment faire en fait pour aider en tout cas pour nous aider la Côte d'Ivoire à minimiser un certain monopole de Libanais, voilà, sur le tissu économique, puisque sur leur site, le commerce du Levant, c'est écrit, c'est confirmé, tu l'as dit dans tes propos à plusieurs reprises, qu'ils revendiquent 40% de l'économie ivoirienne. Avant de commencer à parler de solutions, je vais expliquer un peu d'où ça peut venir. Ça peut être plus ou moins vrai, hein. Mais en fait, c'est depuis 2004 que les Libanais ont eu beaucoup plus de parts sur l'économie ivoirienne. C'est du fait des jeunes patriotes, du fait encore de la mauvaise politique de Laurent Gbagbo. J'explique simplement. En 2004, quand ils ont dit, Blé Goudé a dit à chacun son français, ben, ils ont tellement martyrisé les Français. La plupart, c'était des hommes d'affaires, des gens qui étaient des propriétaires de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries. Et les gens ont été tellement traumatisés que beaucoup n'ont plus envie de revenir en Côte d'Ivoire. Donc, quand dans un premier temps, ils sont rentrés en France, et dans un second temps, ils sont revenus quand les choses se sont calmées. Quand ils sont revenus, ben, la plupart de ces gens-là, de ces Français-là, voulaient rentrer chez eux ou aller en tout cas investir ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leurs entreprises aux Libanais, tout simplement parce que c'est les Libanais qui avaient l'argent pour acheter les entreprises. C'est les Libanais qui avaient le capital pour acheter les entreprises. Donc, du coup, ça a permis aux Libanais d'être dans des secteurs d'activité dans lesquels ils n'étaient pas. Ou en tout cas, ils n'étaient pas forcément, ils n'avaient pas le monopole. Voilà un peu une explication très importante concernant cette histoire de 40% des Libanais. Ça vient de 2004 tout près de nous ici, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui viennent se plaindre. Vous savez, euh, on pose souvent des actes et puis les conséquences peuvent arriver ou du moins se signaler ou se réaliser plusieurs années après. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Le phénomène des Libanais, c'est vrai, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis même avant l'indépendance. Les Libanais étaient déjà en Côte d'Ivoire, ils se sont installés au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et puis, après les indépendances, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui sont là ont grandi. Il y a plusieurs familles de Libanais qui dominent l'économie ivoirienne. Mais bon, je viens d'expliquer un peu pourquoi comment leur pouvoir a un peu plus grandi. En tout cas, leur même mise sur l'économie ivoirienne a pris de l'importance à partir de 2004. C'est là que les choses se sont véritablement mises en place. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Les Libanais n'ont jamais porté le président Ouattara dans leur cœur.
C'est vrai, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent grâce au président Ouattara, mais ce n'est pas ça leur problème. Il y a beaucoup de... Eux, ils sont habitués à contourner la loi. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas jusqu'à présent. Ils continuent de le faire, mais ils ne sont pas toujours très à l'aise pour le faire comme ils doivent le faire de façon libre au temps de l'ancien pouvoir, du pouvoir précédent, le pouvoir de Laurent Gbagbo. Donc, par rapport à ça, ce ne sont pas des gens qui sont en faveur du pouvoir du président Ouattara. Et peut-être même que, si je ne m'abuse, s'ils peuvent, ils vont financer même une déstabilisation du président Ouattara. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Je le dis comme je le pense et je sais que ce que je dis est conforme à la réalité. Donc, je suis très à l'aise par rapport à ça. Voilà. Même si dans leur salon feutré, à mots couverts, ils reconnaissent que grâce au président Ouattara, grâce à son travail, aujourd'hui, les infrastructures, tous les investissements qui ont été faits, ils en profitent au maximum. D'ailleurs même, c'est des opportunistes. Ils ont créé des entreprises de travaux publics. Ils font le bitume, hein. Retenez ça. Il y a des entreprises libanaises qui font le bitume, ils gagnent des appels d'offres et ils mettent le bitume, ils mettent du goudron entre les villes, à l'intérieur des villes, à Abidjan ici comme ailleurs. Bon, je connais le nom, mais je ne vais pas dire. Voilà, je ne veux pas attirer l'attention des gens sur cette entreprise-là. Mais c'est une entreprise libanaise qui a beaucoup de marchés d'ailleurs même dans la construction des routes. Vous voyez, moi je ne suis pas a priori contre. Mais on est tous d'accord que le comportement de nos frères libanais n'est pas toujours favorable. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir? Parce que le tout, moi je suis pour, c'est vrai qu'on dénonce, mais il ne faut pas se contenter de dénoncer. Parce que nous, les Noirs, on a passé notre temps à dénoncer pendant des siècles. Ça n'a rien changé à notre situation. Or, il faut, non seulement, c'est vrai, quand on dénonce, mais il faut chercher des solutions pour pouvoir avancer. Il faut chercher des solutions qui peuvent nous faire sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, même si ce n'est pas immédiatement, mais à court, à moyen et à long terme. C'est ce qui est important. Donc, par rapport à ça, ce que je peux dire, il y a plusieurs solutions qu'on peut dire, mais il y en a environ 7 que j'ai regroupées, environ 7 grandes solutions. Il y a d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut promouvoir localement l'entrepreneuriat des nationaux ivoiriens. Je n'ai pas dit n'importe quel national, les Ivoiriens, les Ivoiriens, c'est qu'en griffe. Parce que les Libanais aussi, ils ont la nationalité ivoirienne, hein, donc je ne parle pas de ceux-là. Je parle des Ivoiriens d'origine, par exemple. C'est un exemple que je prends, hein, c'est pour pouvoir, on pourra déterminer le critère, mais si on décide de promouvoir l'entrepreneuriat des Ivoiriens, il faudra tenir compte de ça. Et il faut dire aussi que dans les solutions que je vais donner, quand on va faire, il faudrait que le gouvernement, les lois ne pourront pas dire, on va dire les lois, ou du moins le décret, ou encore l'ordonnance, ou en tout cas la décision du gouvernement qui va être prise officiellement sera de dire que c'est pour aider les entreprises nationales. Il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours une note de service qui accompagne la réalisation d'un décret ou en tout cas d'une loi ou d'un arrêté. C'est très important. Et c'est dans cette note de service-là qu'on va dire comment réellement il faut appliquer la décision. Quand on parle d'entrepreneuriat des nationaux, les Libanais aussi, qui ont la nationalité ivoirienne, peuvent être considérés comme des nationaux. Donc c'est dans la note-là qu'on va préciser comment on entend ça. Souvent même, ça peut ne pas être écrite. Elle peut être verbale, orale, incitative. Pour dire, quand on dit nationaux, là, vous devez savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas de tous ceux qui ont les papiers ivoiriens, peuvent qu'il y a des opportunistes qui peuvent prendre la nationalité ivoirienne, profiter, et puis plutôt prendre les capitaux, les faire fuir du pays. Ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit. On parle des gens dont les parents ou qui sont en tout cas des descendants des nationaux d'origine ivoirienne. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein, en toute honnêteté. Donc, par rapport à ça, il faut donc encourager et soutenir les entreprises ivoiriennes avec des subventions, des prêts à taux réduits et des formations professionnelles pour les aider à concurrencer les entreprises libanaises et les entreprises étrangères d'une manière générale. Donc, dans mes propos, je vais souvent dire les entreprises libanaises, mais en fait, il faut voir que ce ne sont pas que les entreprises libanaises, il y a aussi les gens de l'AES. On a parlé des monopoles du bois,
par les Nigériens, et puis il y a des secteurs d'activité où les Maliens sont carrément les numéro 1 à l'intérieur. Voilà, il y a tout ça. J'ai entendu le frère Sungata demander que oui, les gens qui ont été déguerpis à Boribana, il faut les reloger, c'est vrai, vers Bimpe, et que ça traîne et tout. Moi, si ça traîne parce qu'on veut voir clair pour donner les habitations à des nationaux ivoiriens en priorité, moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Parce que ça ne sert à rien. On va donner les maisons construites avec les impôts des Ivoiriens, et puis donner ça à des gens de l'AES qui vont s'asseoir dedans pour faire vidéo pour inciter le président Ouattara. Moi, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. America First. Donc ici, là, c'est Ivorian First. Donc on doit faire d'abord la Côte d'Ivoire, d'abord les Ivoiriens. C'est important parce que ça ne sert à rien. Notre pays ne peut pas continuer à être simplement une vache à lait. Pour les gens qui sont des touristes, ils viennent, ils prennent la nationalité ivoirienne de façon opportuniste. Et puis, quand il s'agit de défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, on ne les voit pas. Ils sont, au contraire, ils font partie des fossoyeurs, histoire d'enfoncer le pays. Donc, il faut renforcer les capacités des entrepreneurs nationaux ivoiriens. C'est très important. Alors, comment on renforce les capacités professionnelles? Il faut investir dans la formation. Je sais que c'est déjà fait, mais il faut les cibler un peu plus. Je prends un exemple. Quand vous formez, vous faites de la formation professionnelle, que vous ne formez pas les en Chine, ce que j'ai constaté, c'est que tous les Chinois savent négocier. J'ai dit à ma femme, je suis convaincu que ceux-là, ils font une formation pour la négociation commerciale. Ils savent tous négocier. Quand ils négocient avec eux, mais attends, ils sont intransigeants sur certains points précis. Et une fois que vous êtes tombé d'accord sur l'achat d'un produit donné, automatiquement, ils profitent pour te proposer d'autres produits. Si tu ne fais pas attention, tu vas payer 2-3 autres produits que tu n'avais pas prévus en venant dans leur boutique. Et ça, de par certaines de mes formations, j'ai compris une chose. On appelle la psychologie de l'achat. C'est-à-dire qu'au moment où un client est en train de faire un achat, il faut profiter de l'instant précis. Il devient ouvert à tout. Il est prêt à prendre d'autres marchandises pour ajouter. Donc, il ne faut pas lui laisser le temps de réfléchir. Parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui font les achats un peu comme... C'est comme une promenade, c'est leur façon de se distraire. Ils ont les moyens, et puis donc ils vont aller par exemple se promener pour faire des achats, faire ce qu'ils appellent le shopping. Donc c'est leur façon à eux, c'est une balade quoi. Alors que la majorité de la population, quand elle va faire du shopping, elle calcule, elles ont un budget bien calculé avec une liste, avec des prix. Quand elles regardent ce qui est moins cher, elles cherchent les boutiques où c'est moins cher. Mais ceux qui ont les moyens, souvent, quand ils vont faire les achats, ils ne calculent pas. Donc, c'est très important là. Ensuite, il faut former les gens à la gestion des stocks, donc le supply chain. Développer la compétence aussi en marketing digital. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans le digital, tout est digitalisé. Investir dans l'éducation entrepreneuriale, c'est important. Il y a déjà des investissements dans l'éducation, mais il faut investir dans l'éducation entrepreneuriale, c'est-à-dire former les gens à devenir des entrepreneurs, quel que soit le domaine d'activité qu'ils veulent embrasser. Parce que ça ne sert à rien de donner des capitaux, comme on le fait actuellement au niveau de l'agence emploi jeune, simplement, mais ou bien regarder leur business plan, valider les business plans ou pas. Bon, on n'aura pas fait grand-chose. Mais il faut les former à l'entrepreneuriat. Il doit avoir en principe un module au niveau, en tout cas, de l'agence emploi jeune, un module de formation de l'entrepreneur, d'éducation entrepreneuriale. C'est très important. Ensuite, je pense qu'entre entrepreneurs locaux, entrepreneurs ivoiriens, on peut créer ce qu'on appelle des réseaux d'entraide. Ça, si c'est encadré par l'État, par toujours l'agence emploi jeune, par exemple, ou je ne sais pas, au ministère de l'Industrie, au ministère du Commerce, tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait des réseaux d'entraide entre entrepreneurs locaux. Si c'est bien organisé, c'est vrai que les Africains en général sont égoïstes et méchants, ils ne sont pas solidaires. Ils sont solidaires verbalement, mais ils ne sont pas solidaires généralement dans le comportement. Ça se voit, hein. On a plusieurs exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, si c'est encadré par l'État, ça peut marcher. Favoriser également l'innovation et la digitalisation des entreprises. Donc, j'ai parlé de marketing digital, mais cette fois-ci, il faut digitaliser les entreprises. Et la digitalisation suppose
que mettre les entreprises aux normes, en tout cas nationales, mais surtout aux normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, c'est de la digitalisation. On va pas, quand on utilise l'intelligence artificielle, les choses vont plus vite. En tout cas, en termes de conception, en termes même de réalisation, même de formation. Voilà. Donc, il y a aussi des partenariats stratégiques qu'on peut faire. Créer des centrales d'achat communes dans le domaine du café cacao, dans le domaine de l'anacarde, dans le domaine de... Voilà, tous ces produits agricoles-là. S'il y a des centrales d'achat, les gens mettent l'argent ensemble. Ça va leur donner plus de force. Ou bien, on se met ensemble pour aller payer les marchandises chez les fournisseurs. Je vais vous donner des exemples réels et concrets. Les gens de l'AES, en tout cas, également avec nos parents Djoula qui sont dans les marchés, à Djamé, à 13 000 et autres, est-ce que vous savez que quand ils vont faire les achats en Chine, ils se regroupent, ils mettent les fonds ensemble. Ça leur donne de la puissance financière. Quand ils arrivent pour négocier avec les Chinois, ce que j'ai remarqué, en Chine, quand tu payes en gros, si vraiment tu payes 1000 articles par exemple, tu peux avoir un article à 1000 prix. Et tu peux venir le revendre à Abidjan 10 fois son prix. Honnêtement, hein, c'est réel ce qu'ils sont en train de dire parce que c'est des choses ce dont je parle, je le sais et je l'ai vécu. C'est une expérience personnelle. Donc, je ne suis pas en train de parler de trucs théoriques. Et c'est ce qu'ils font. Donc, une ou deux personnes prennent l'argent d'un groupe, ça peut être 20, 30 personnes, et puis va en Chine, va commander 1000 articles. Là, ça va leur revenir moins cher, et quand ils reviennent à Abidjan, ils partagent. On sait ce que chacun a donné, ce que les marchandises auxquelles chacun a droit en fonction de la mise. Donc, c'est une sorte de tontine, une sorte de fonds commun qu'on met en place. Donc, c'est pour ça que je parle de centrale d'achat. Et je vais vous dire, le groupe Sococé a une grosse centrale d'achat. Et c'est cette centrale d'achat qui leur permet de payer les marchandises auprès des fournisseurs à vil prix, quasiment. Et ça leur donne des marges de bénéficiaires que vous ne pouvez pas imaginer. Et ils ne sont pas les seuls. Carrefour, même, Carrefour Côte d'Ivoire, ça appartient à une chose, à une entreprise française qui n'est pas Carrefour, c'est juste une franchise. Hein. J'oublie le nom, ça. CFAO Retail. Voilà, c'est CFAO Retail qui est une filiale de ce groupe CFAO qui est propriétaire de l'enseigne de Carrefour en Côte d'Ivoire. C'est pas la maison mère Carrefour là qui est propriétaire de l'enseigne, c'est une franchise. Voilà. On dit en anglais, on appelle ça franchise. Voilà, donc c'est ce que les gens ils font. Donc, maintenant, il y a le soutien aux petites et moyennes entreprises. Il faut simplifier les procédures administratives, proposer des avantages fiscaux pour les nouveaux entrepreneurs, pour leur permettre d'entrer dans les domaines d'activité économique et financière, dans les secteurs économiques, que le ticket d'entrée ne soit pas trop élevé. Faciliter l'accès au marché public. Ça, c'est très important. Innovation et digitalisation, j'en ai déjà parlé. Développer également des plateformes e-commerce locales. Mettre en place, et ces plateformes e-commerce locales doivent faire la promotion des entreprises locales et la promotion des produits locaux. Autoriser la gestion des stocks, automatiser la gestion des stocks et les comptabilités. En tout cas, aider à ces automatisations. Et puis, je vais déjà parler des réseaux d'entraide, mais je vais juste préciser qu'il faut qu'il y ait des associations professionnelles par secteur d'activité, bien encadrées par l'État. Mettre en place également ce qu'on appelle la facilitation de l'accès au crédit. Donc, simplifier les procédures bancaires, offrir des taux d'intérêt compétitifs pour permettre aux entrepreneurs nationaux de pouvoir financer leurs projets. Faciliter l'accès au financement pour les entreprises d'entrepreneurs donc ivoiriens de cette façon-là. On peut même créer un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises. À mon avis, pour permettre aux banques de pouvoir... ne pas compliquer les choses, il faut les simplifier le maximum possible. On peut aller crescendo, on commence par des petits montants, au fur et à mesure, quand les gens vont monter en capacité, on va augmenter au fur et à mesure. On le fait pendant un certain temps. Et puis après, bon, quand l'économie va commencer à tourner, que les Ivoiriens vont commencer à s'habituer, vont devenir de vrais entrepreneurs dans leur... justement, après avoir
de par leur expérience, de père en fils et tout ça, l'État pourra se retirer petit à petit et puis faire ce libéralisme que nous faisons aujourd'hui. Sinon, actuellement, là, on ne peut pas concurrencer avec les étrangers. Ça va être très compliqué. Donc, tout cet arsenal de soutien aux entrepreneurs nationaux pourra permettre de diminuer un peu l'influence des entrepreneurs étrangers d'une manière générale, mais en particulier les entrepreneurs, comment on appelle, libanais. Donc, deuxième position, promotion de partenariat public-privé. J'en ai parlé un tout petit peu dans mes propos préliminaires, mais encourager la collaboration entre le gouvernement et les entreprises locales. C'est ce que j'appelle un partenariat privé. On peut le faire à l'échelle nationale, on peut le faire également à l'échelle régionale, on peut le faire à l'échelle locale, dans les municipalités. Parce que tout est une question de volonté politique. Si on est à Kourougo, la mairie peut aider les femmes à vendre à produire et à vendre le karité. C'est clair et net. La mairie peut aider. Moi, j'ai déjà vu des vidéos où les femmes se nous font, on dit qu'elles ont beaucoup de qualité, elles ne savent pas, il n'y a pas de débouché. Elles n'ont pas de circuit commercial pour pouvoir les écouler. Parce que le marché local n'arrive pas à absorber, la production étant trop élevée. Vous voyez? Donc, la mairie de Kourougo ou bien le conseil régional peut organiser quelque chose. Et il faudrait qu'il y ait des chambres de commerce. Une chambre de commerce, c'est vrai, la chambre de commerce de Côte d'Ivoire existe, mais il doit avoir, à la limite, des chambres de commerce au plan local ou au plan régional. Parce que les réalités d'une région à une autre sont quand même plus ou moins différentes. Et quand on est au niveau national, on a une vue un peu lointaine. Mais quand on est au niveau local, on a une vue plus appropriée, plus pragmatique et plus proche de la réalité. Donc ça, c'est des éléments très importants. Donc cette promotion est très importante pour développer donc les projets économiques majeurs, réduisant ainsi la dépendance envers les investisseurs étrangers. C'est un élément important. Parce que l'objectif, c'est ça. Hein? Ensuite, il y a la régulation et la surveillance des marchés. Oui, c'est le nœud gordien. C'est le nœud gordien. C'est un élément très important. Cette surveillance, la régulation et la surveillance des marchés, c'est d'établir des politiques antitrust. Ça existe aux États-Unis, ça. Pour prévenir les pratiques monopolistiques et assurer des concurrences équitables entre toutes les entreprises. Mais en Côte d'Ivoire, on le voit. Les gens font des ententes monopolistiques. C'est ce que les Nigériens ont fait pour maîtriser le secteur du bois. Les Libanais le font aussi. Hein. Et ce n'est pas que les Libanais ni les Nigériens, même les Maracas, les gens le font. Quand il y a des secteurs d'activité, quand tu veux rentrer dedans, les gens te cassent. Parce qu'ils font une entente monopolistique. Quand vous allez fouiller, vous menez des enquêtes, c'est un groupe ethnique, un groupe, comme on appelle, d'étrangers qui maîtrisent certains points de l'économie. Mais c'est monopolistique. Donc il faut qu'il y ait une politique antitrust. On casse ça. L'État peut casser. C'est son droit le plus absolu. Il a droit de citer sur la Côte d'Ivoire. Donc l'État peut casser ça. Et il faut renforcer ces régulations-là, mettre en place des régulations plus strictes pour limiter la domination justement de ces entreprises étrangères-là et garantir une concurrence équitable justement sur les différents marchés et les différents secteurs d'activité. Si on ne le fait pas au départ, ça va faire grincer les dents. Mais je vous dis, c'est un mal nécessaire. On n'a pas le choix. C'est pas ça qui va faire que l'économie ivoirienne ne sera pas compétitive. Les gens n'iront nulle part, ils vont rester parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent ici. Sensibiliser à l'achat des produits locaux. Lancer des campagnes pour encourager les consommateurs à privilégier les produits et les services des nationaux. Stimuler ainsi la demande pour les entreprises ivoiriennes. C'est important. Vous savez, il y a des publicités là. On ne fait pas ça souvent directement pour ne pas que les gens disent non. Non, il y a des manières de faire. Il y a des mots qu'on dit. On sait comment ces choses-là peuvent se faire. Les gens vont savoir. Mais s'ils ne veulent pas, ils iront voir ailleurs. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est vrai,
c'est petit à petit que ces choses-là pourront se mettre en place. Donc, il ne s'agit pas de venir les chasser ou dire quittez, on va s'installer. On l'a vu ici au port autonome d'Abidjan. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, les gars sont allés chasser les gens de l'AES, et notamment les Burkinabés, les Maliens, dockers au port. On leur a dit, bon, venez. Ils n'ont jamais pu les remplacer parce qu'ils n'ont pas, une journée seulement, les 3 cas, ils ont fui. Ils n'ont pas pu supporter. Ils ne pouvaient pas être des dockers. Ce sont les étrangers qui sont les dockers en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au port autonome d'Abidjan et de San Pedro. La plupart, en tout cas, il y a quelques Ivoiriens dedans, mais la plupart sont les étrangers. Malheureusement. Parce qu'il faudrait justement, c'est ce que j'appelle donner le goût du travail, redonner le goût du travail à nos jeunes gens, à nos jeunes frères. Moi, j'ai écouté une jeune fille, une jeune dame, parlant du problème des Libanais sur le panel de Côte d'Ivoire. Franchement, j'en ai été choqué de savoir que aujourd'hui encore les jeunes sont encore dans cet état d'esprit-là. Elle dit ceci, qu'elle ne peut pas faire des longues études, avoir une maîtrise, un master, et puis devenir agriculteur. Et que ce n'est pas possible. Ils peuvent faire ça mais ils ne peuvent pas en faire une activité principale. Bon, ça veut dire que la jeunesse est perdue. Parce qu'à partir du moment, dans un pays, les intellectuels commencent à se dire que je dois forcément exercer au haut niveau parce que j'ai une maîtrise ou un master ou j'ai un doctorat, c'est que le pays est perdu. Ah oui, je vous le dis. Parce que aller à l'école là, avoir un diplôme, ce n'est qu'un parchemin. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui doit forcément travailler dans un bureau. Allez-y demander aux Américains. Les self-made men qui sont là-bas, là, il y a beaucoup de gens, ils ont fait des études d'université et tout ça, ils n'ont pas commencé au haut niveau. Ils ont commencé par des petits sauts, casser la figure à plusieurs reprises dans les entrepreneuriats. Ils ont déterré les crabes, comme on dit. Et ils sont devenus des hommes d'affaires. Et selon certaines informations, les hommes d'affaires américains, même quand ils doivent léguer les entreprises à leurs enfants, ils les font passer par des formations non seulement théoriques dans les écoles, mais en plus, quand l'enfant vient en stage dans l'entreprise, on le fait passer depuis le bas de l'échelle jusqu'au sommet pour qu'il voit la pénibilité du travail même au niveau déjà des petites mains de l'entreprise. Qu'il voit comment les employés souffrent. Ça lui permet d'avoir de l'empathie, mais surtout de savoir gérer. Parce qu'il y a un entrepreneur qui ne sait même pas comment est-ce que ses collaborateurs travaillent, ça aussi, ça pose un problème. Ah oui, c'est important, parce que quand tu ne sais pas, on peut te tromper. Quand tu ne sais pas aussi, tu ne peux pas avoir d'empathie, tu ne peux pas mettre en place ce qu'on appelle une bonne politique, en tout cas un bon risk management, ou également tu ne peux pas être un bon manager, tout court, tout simplement. Donc c'est important. Maintenant, quand on a fini quand on parle après la sensibilisation pour l'achat pour les produits locaux, il faut chercher à améliorer l'environnement des affaires. Je sais que le gouvernement Ouattara a fait déjà beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais il faut encore continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, lutter contre la corruption. Je sais que le gouvernement lutte, mais il faut encore lutter davantage contre la corruption parce que c'est l'un des gros problèmes aussi de la Côte d'Ivoire et des pays africains en général. Oui, on parle des Libanais, mais les Libanais, on dit qu'ils aiment corrompre. Mais ils corrompent qui? Ce sont nos frères ivoiriens là qui corrompent. Ce sont les Noirs qui corrompent. C'est ça aussi la réalité. Il faut créer aussi ce qu'on appelle de la transparence, parce qu'à partir du moment où on lutte contre la corruption, on est obligé d'assurer la transparence pour créer un climat propice aux investisseurs locaux, mais également aux investisseurs étrangers. Certains investisseurs étrangers vont également... Il y en a d'autres qui ne sont pas encore venus parce qu'ils veulent que l'environnement soit encore beaucoup plus assaini. Donc eux aussi, ça va les pousser à venir. Maintenant, on peut pratiquer ce que les Chinois ont fait. Créer l'environnement économique spécial et tout ça pour que les gens puissent venir investir, mais pousser et obliger les entreprises à faire des transferts de technologie. C'est ce que les Chinois ont fait. Tu veux t'installer sur leur territoire, tu veux profiter du marché qui les représente, il n'y a pas de souci. Quand tu t'installes, tu fais transfert de technologie. Il faut que il y a des Chinois, les Chinois doivent apprendre auprès de toi, de l'entreprise qui vient s'installer, comment ils travaillent, et puis après ils vont chercher à améliorer. C'est comme ça que les Chinois ils ont fait. Ils ont formé leurs enfants, c'est vrai, les jeunes, mais ils ont obligé les Occidentaux
à faire des transferts de technologie. On pourrait faire la même chose, même si ce n'est pas dans la même proportion, mais un tout petit peu. Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous le savez, on ne félicite jamais les vauriens. Quand on te félicite, quand on te rend hommage, ça veut dire que tu en vaux de la peine. Et notre armée aujourd'hui. Cher, vous m'excusez. Voilà, donc vous pouvez continuer. Vous m'excusez. D'accord. C'est vrai que j'aurais dû commencer par les féliciter, mais à la conclusion, je vais les féliciter. Il n'y a pas de problème. Donc, créer des zones économiques spéciales, donc établir des zones économiques spéciales pour les avantages fiscaux et les incitations pour attirer les investissements étrangers tout en favorisant les entreprises locales. C'est ce que je disais tout à l'heure. Développer davantage les entreprises, les infrastructures stratégiques. C'est déjà le gouvernement Ouattara est très bien parti dans ce domaine. Effectivement, il y a beaucoup d'infrastructures stratégiques que le gouvernement est en train en tout cas, à développer, à moderniser, à agrandir. Je prends l'exemple du port. Le port a été agrandi. Il y a les différents terminaux qui étaient là, ils ont été agrandis. L'embouchure a été ouverte. Les plus gros bateaux peuvent maintenant venir à Abidjan. Les routes, on continue de les construire pour permettre les échanges des marchandises entre les différentes parties du territoire, ainsi de suite. Donc, vraiment, à ce niveau, franchement, les infrastructures stratégiques sont en train de se développer. Il faut maintenir le cap et puis continuer. Éclaireur, je vais te donner quelques exemples concrets et puis bon, m'arrêter là. Donc, par rapport au renforcement des capacités locales, il y a par exemple des secteurs d'activité dans lesquels les Ivoiriens ne sont pas très très bons. Je prends par exemple le secteur de la construction. La preuve, il y a beaucoup d'immeubles qui sont tombés. Au niveau des routes, je vous ai dit, il y a quelques entreprises ivoiriennes qui font des routes, mais honnêtement, leur expertise n'est pas très très avérée. Il faut le reconnaître. Donc, la plupart des grandes entreprises qui ont investi dans le domaine de la construction, ce sont les entreprises étrangères. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. C'est une réalité parce que là-bas, les capitaux quand même sont très importants. Donc là aussi, il faut orienter les Ivoiriens. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle une checklist dans les différents secteurs d'activité dans lesquels les Ivoiriens ne sont pas. C'est quasiment tous les secteurs, mais il y a des secteurs prioritaires sur lesquels il faut commencer à mettre l'accent pour pouvoir justement ivoiriser, comme Fouboyé l'avait fait à l'époque, l'ivoirisation des cadres. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'ivoirisation des capitaux, l'ivoirisation des entreprises, du tissu économique ivoirien. Voilà. Donc, ensuite, il y a également, au niveau du soutien des entrepreneurs nationaux, il y a le commerce de détail. Le commerce de détail, c'est quoi? C'est les supermarchés. Là aussi, les Ivoiriens ne sont pas très bons. Parce que le commerce de détail, les bénéfices sont souvent des petits montants. Ça peut être 200, 300 par article. Mais c'est 200, 300 multipliés par des milliers d'articles qui font que finalement, à la fin de l'année, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Et puis, c'est des bénéfices vraiment que tu ne peux pas Mais dans ce secteur-là, on est nul. Tu verras très peu de... Il y a pas, vraiment, je peux même dire qu'il n'y a quasiment pas d'entreprise ivoirienne, typiquement ivoirienne en tout cas, dans le secteur de la grande distribution. Ce que j'appelle les supermarchés, les centres commerciaux et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai un de mes jeunes frères qui est ingénieur en bâtiment. Une fois, il s'est retrouvé dans mon bureau, il m'a dit qu'il avait quelqu'un qui voulait prendre un prêt à la banque. Ils ont quasiment eu le prêt. C'est la IGBCI qui devait leur donner le prêt, un prêt très important, hein, et qui voulait construire un immeuble d'habitation. Je lui ai dit, mais pourquoi il peut prendre près d'1 milliard pour construire un immeuble? C'est quoi avec ça? Je dis non. Moi, j'estime que si la banque est capable de lui donner autant d'argent, pourquoi il ne construirait pas un centre commercial? Ça va lui rapporter plus d'argent. Et puis, l'amortissement de ce prêt-là et de ce bâtiment va se faire dans des conditions meilleures. Parce que immeuble d'habitation, il va prendre combien comme loyer? Pour un appartement, tu ne peux pas demander 1 million. Tu as combien de personnes qui vont aller prendre l'appartement de 1 million? Même s'ils prennent, ils ne pourront pas payer. Ils vont payer un peu, puis après, ils ne pourront pas payer. Donc, alors que quand c'est une entreprise, les gens, ils ont du cash qui rentre, et c'est avec ça qu'ils vont pouvoir payer. Ça fait partie de leur charge de fonctionnement, payer le local. Quand vous allez au centre commercial de Sokosé, il y a beaucoup de magasins qui sont là, que les gens ont loués. Le bâtiment appartient à Sokosé, au groupe Sokosé, au groupe Prosumant, voilà, pour être plus précis.
Le bâtiment leur appartient. Ils occupent une partie pour leur centre, dans le centre commercial, ils occupent une partie, notamment le supermarché. Mais le reste des bâtiments, il y a plein de boutiques qui sont dedans, qui ont loué aux gens. Donc, vous voyez, par exemple, ça, on peut encourager, former des Ivoiriens et les mettre dans ce domaine-là. Ou en tout cas, créer un groupe pour pouvoir avancer. Je profite pour donner une autre anecdote qui est une réalité. J'ai un frère qu'on appelle Cacao, qui est dans le business du cacao. Un jour, il me dit, petit frère, vraiment, j'ai commis une erreur de jeunesse. Qu'à l'époque, quand j'ai commencé le cacao, j'avais un chiffre d'affaires très important. Et j'étais ami au Libanais, puisqu'on faisait les achats des produits ensemble. Et quand les gens voulaient créer Sococé, ils sont venus me voir pour me dire de participer, de prendre des actions que j'ai refusées. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je suis assis dans Sococé, je prends café, alors que j'aurais pu être actionnaire dans Sococé. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est le manque d'idées d'entrepreneuriat. Quand je parlais de formation entrepreneuriale, c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sens des affaires. Même ceux qui sont dans les affaires, qui se lancent dans le business, ils ne savent pas prendre des risques. Parce que quand on est entrepreneur, il faut savoir prendre des risques. Il n'a pas voulu prendre des risques. Or, s'il avait pris même 2 millions de francs CFA d'actions, il pouvait prendre même jusqu'à 5-10 millions de francs CFA d'actions aujourd'hui là. Ces mêmes actions qu'il a prises à l'époque, qui auraient coûté peut-être 2 millions, auraient eu une valeur de plus de 100 millions aujourd'hui. Parce que l'entreprise a grandi, est devenue costaud. Donc forcément, le capital de départ là, il prend de l'ampleur. Et à ce qu'on appelle même quand une entreprise fait du bénéfice, elle peut ne pas distribuer tout en dividendes, prendre une partie pour recapitaliser et faire redistribuer des actions aux actionnaires. Vous voyez, donc c'est des réalités que personnellement dont j'ai été plus ou moins témoin, en tout cas on m'a rapporté. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas pu voir plus loin que le bout de son nez. Il a vu tout de suite il peut perdre de l'argent. Mais il a oublié que même quand il va faire les achats là, quand il partait faire les achats là, il pouvait perdre aussi de l'argent. Puisque lui-même il a dit, les Burkinabés souvent attaquaient les gens pour prendre leur argent. Donc lui par exemple, on aurait pu l'attaquer pour lui prendre l'argent qu'il avait sur lui. Or, une fois qu'on a pris le capital que tu as là, que tu prends pour aller payer les produits là, c'est fini. Le commerce que tu es en train de faire là, ça va tomber à l'eau. Bon, vous voyez. Autre chose, au niveau de la promotion du partenariat public-privé, on peut faire ce qu'on appelle, par rapport à l'agriculture et la transformation agroalimentaire. On peut travailler là-bas, dans ce domaine-là. Le ministère de la Djoumani peut jouer un grand rôle là. Mais bon, ils ne le font pas. C'est malheureux. Hein? La Côte d'Ivoire produit beaucoup de cacao, de café, il y a beaucoup de palmiers à huile, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tous ces secteurs d'activité, l'agroalimentaire qui existe là, ça appartient aux étrangers, la plupart du temps. C'est ça le problème. Les gens vont parler de choses, de bio. Mais moi, je suis au courant de l'actionnariat. L'entreprise, là, ça ne lui appartient pas. Ils sont en partenariat avec des gens. Voilà la réalité. Le capital de l'entreprise ne lui appartient pas à titre personnel. C'est une entreprise que son père a mis en place avec un Européen, Yves Lamblin. Il a été tué lors de la crise post-électorale. Et c'est son fils adoptif, un jeune Djoula là, qui a pris sa succession là-bas. Donc l'entreprise, le groupe Sifka n'appartient pas à Jean-Luc Bion tout seul. Je vois souvent les gens faire cette plaisanterie en disant que c'est le plus gros employeur du Côte d'Ivoire, ça c'est des conneries. Voilà. Donc cette entreprise, elle est ivoirienne, mais je peux vous dire, une bonne partie des capitaux sont étrangers. Ça, je vous le dis et je sais de quoi je parle. Voilà. Maintenant, au niveau de la régulation, bon, on ne va pas traîner là-dessus, mais à l'immobilier, encore une fois, le côté urbanisme. Là-bas aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Même les entreprises qui font de la promotion immobilière, elles construisent des pick-up pour donner aux gens, des boîtes d'allumettes. Les matériaux ne sont pas aux normes. À la moindre, quand vous achetez une promotion immobilière, vous êtes obligé de casser pour reconstruire. En réalité, vous achetez le terrain à prix coûtant. Ça sert à quoi de construire, d'acheter une villa et puis de casser pour reconstruire?
ou bien de casser une partie pour reconstruire parce que les matériaux ne sont pas aux normes, ou bien c'est trop petit, ou en tout cas vous êtes obligé de faire des modifications. Mais quand on dit modification, même en réalité, c'est une reconstruction. Parce que la modification suppose que ce ne sont pas les murs de soutènement que vous modifiez, c'est plutôt les murs secondaires. Or, si c'est les murs de soutènement que vous modifiez, c'est que vous êtes en train de reconstruire en réalité. Voilà, et le plus souvent, c'est le cas. Donc, c'est un secteur qui doit être beaucoup régulé, hein, parmi tant d'autres. Hein, voilà. Maintenant, il y a également le problème de la sensibilisation à l'achat. Il y a l'industrie textile et l'artisanat. Donc, créer une campagne nationale de valorisation de l'achat des vêtements et des produits artisanaux fabriqués en Côte d'Ivoire. C'est un secteur qui, si on sait l'organiser, c'est un secteur qui peut absorber beaucoup de travailleurs, mais c'est un secteur qui s'il est bien organisé, les entrepreneurs peuvent naître dans ce secteur-là. Et puis, une fois pour toutes, moi, depuis que j'étais jeune, à Ouaranini, c'est un petit village qui est à quelques kilomètres de Korogo, mais les tisserands là, ils sont au même niveau jusqu'aujourd'hui. C'est dommage. Ça fait plus de combien d'années, plus de peut-être 30 ans, 40 ans que les gens font ça. Mais ils font de la même manière, ça n'a pas changé. C'est pas normal. Ils n'ont jamais été aidés à modifier et à aller de l'avant. Donc les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. On les encadre un peu, mais l'encadrement n'est pas suffisant. Voilà le problème. Voilà. Ensuite, faciliter l'accès au crédit. Bon, on l'a dit, c'est les petites et moyennes entreprises qu'il faut aider, donc au niveau des banques, soit inciter des gens qui ont des capitaux en Côte d'Ivoire à créer une banque des petites et moyennes entreprises, créer un fonds de garantie, comme j'ai dit dans mes précédents propos. Et voilà. Maintenant, en fin de compte, pour un peu conclure, l'amélioration de l'environnement des affaires. J'en ai parlé, mais ici, il faut parler surtout des entrepreneurs technologiques ont besoin d'un environnement favorable pour croître en réduisant la bureaucratie et en simplifiant les procédures de création d'entreprises. Ça a été déjà fait, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez remarqué, beaucoup de start-up naissent, mais elles meurent. C'est des morts-nés, malheureusement, parce qu'après, il n'y a pas l'argent pour entreprendre. Elles ont un petit capital de peut-être 1 million, et puis bon, après, elles sont livrées à elles-mêmes, même si c'est vrai, l'agence emploi jeune fait des efforts, mais je dis encore une fois, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va nous aider réellement à pouvoir tenir la dragée haute vis-à-vis d'un monopole d'hommes aguerris dans les affaires comme les étrangers que nous connaissons, qui sont notamment les Libanais, les gens de l'AES et ainsi de suite. Voilà un peu quoi. Donc, éclaireur, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser davantage la parole. J'ai parlé suffisamment longuement, mais c'était quand même nécessaire parce que les choses dont j'ai parlé sont des choses intéressantes. Comme je l'ai dit, ce sont les ébauches de solutions parce que c'est pas en 30 ou 40 minutes qu'on peut arriver à parler des choses de transformation de l'économie ivoirienne. On va dire l'ivoirisation des secteurs économiques ivoiriens aussi simplement. Voilà, donc ça nécessite des études plus approfondies. Il faudrait qu'on ait suffisamment de données économiques, de données chiffrées sur les différents secteurs d'activité pour pouvoir justement apporter des solutions plus idoines, plus pratiques, plus pragmatiques, des solutions qui puissent pérennes, en tout cas plus ou moins pérennes, à court et à long terme. C'est vraiment important et c'est un problème qui nous concerne tous. C'est vrai, on se plaint, on critique, mais il ne faut pas se contenter de critiquer. Il faudrait que nous apprenions à avoir l'esprit américain. Ne pas se contenter d'être des gens qui braillent, qui crient, qui veulent faire des marches simplement comme les Français. On se plaint, mais nous-mêmes on cherche des solutions à nos problèmes. Et on demande à l'État de nous aider. On va carrément faire des propositions à l'État de solutions. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ce que j'aimerais que les Ivoiriens puissent avoir comme état d'esprit. Non pas se contenter de crier sur les réseaux sociaux, et puis bon, après on rentre, on boit une bière, et puis on dort, on ronfle, et puis on pense qu'on a fini de travailler, voilà. Non, ça ne sert à rien. Ou bien faire une marche. On va faire la marche, mais après, quand on finit de faire la marche, est-ce que ça règle vraiment nos problèmes? Est-ce que l'État, quelle contribution on a apporté pour s'entraider nous-mêmes d'abord? Voilà. On doit commencer par ces choses-là. Donc, ce sera ma conclusion sur ces bouts de solutions que j'ai bien voulu faire ce soir. Je suis désolé pour si j'ai pu
enfin, certaines personnes se sont senties, ne se sont pas senties plutôt satisfaites de certaines de mes propositions, mais je pense que chacun avait quelque chose à y retirer d'une certaine manière, je l'espère. Et donc, voilà où je pourrais m'arrêter sur ce point-là.